Les élections municipales de 2026. On pourrait penser que c'est juste un vote local, sans grande portée. Eh bien pas du tout, si l'on en croit le manifeste politique qu'on va décortiquer aujourd'hui. Il présente ces élections comme une véritable bataille pour l'âme de nos villes. Allons voir ça de plus près. D'entrée de jeu, le ton est donné. Le manifeste s'ouvre sur cette phrase choc. L'histoire ne bégaye plus, elle hurle. Pour l'auteur, Philippe de Villiers, le message est on ne peut plus clair. Les élections de 2026, ce n'est pas une simple formalité démocratique. C'est un tournant, un moment jugé critique pour l'avenir du pays. Alors, pour bien comprendre la logique du texte, on va suivre son déroulé. D'abord, on va regarder le diagnostic qui est posé. Ensuite, on fera un gros plan sur le cas de Paris, qui est central, puis on verra qui sont les responsables politiques désignés, comment l'opposition est perçue, et enfin, on terminera avec l'appel à l'action qui est vraiment le cœur du manifeste. Alors, quel est l'enjeu fondamental selon le texte ? Eh bien, tout se jouerait à l'échelle locale, dans ce que l'auteur appelle la petite patrie, c'est-à-dire la commune. C'est là que l'art de vivre à la française serait en péril et devrait être défendu. On est donc moins dans la politique politicienne que dans une question perçue comme existentielle, une question d'identité. Et cette bataille identitaire, elle s'appuie sur une opposition clé, celle entre le pays réel et le pays légal. D'un côté, on aurait les citoyens, bien ancrés dans leur territoire, dans leur quotidien, et de l'autre, des élites qui seraient complètement déconnectées. C'est cet affrontement qui, selon le manifeste, se jouera dans les urnes en 2026. Pour illustrer cette opposition, le manifeste prend un exemple très concret, un véritable cas d'école. Paris. La capitale y est dépeinte comme le symbole même de l'échec d'une gouvernance qualifiée de progressiste, un laboratoire de ce que le texte va jusqu'à appeler la décivilisation. Le premier angle d'attaque, il est financier, avec ce chiffre qui est assez vertigineux, 10 milliards d'euros. C'est la dette projetée pour la ville. L'accusation qui est portée est simple. La mairie s'endetterait non pas pour investir, mais pour financer ses dépenses de fonctionnement. Et la conséquence directe de cette dette, d'après le texte, la voilà, cette hausse de 52% de la taxe foncière en une seule année. Le manifeste parle de spoliation fiscale et va même plus loin. Il affirme que le but serait de pousser les classes moyennes à quitter Paris. Et voilà où le manifeste veut en venir, ce lien direct entre la politique fiscale et un véritable exode démographique. Le texte parle d'un vote avec les pieds. Les familles, les actifs partiraient, ce qui serait, selon l'auteur, un verdict encore plus sévère que celui des élections. Mais la critique ne s'arrête pas aux chiffres. Elle devient aussi esthétique, presque sensorielle. En s'appuyant sur des mouvements comme #SaccageParis, le manifeste dénonce ce qu'il décrit comme un enlaidissement généralisé de la ville, une attaque contre le patrimoine, le tout au nom d'une écologie jugée punitive. Bon, mais alors, qui sont les responsables de cette situation ? Pour le manifeste, la réponse est claire, c'est une alliance politique bien précise, surnommée de façon assez imagée, le syndicat des déracinés. Et c'est là que ça devient intéressant, dans la manière dont cette alliance est décrite. Ce ne serait pas juste un accord politique, ce serait la fusion de deux profils très complémentaires. D'un côté, le technocrate, le gestionnaire local au bilan jugé catastrophique, et de l'autre, l'idéologue, celui qui représenterait cette élite mondialisée complètement coupée du fameux pays réel. D'accord, après avoir désigné les responsables, le manifeste s'intéresse logiquement aux alternatives. Mais ce n'est pas pour leur tresser des lauriers, loin de là. Elles sont jugées soit impuissantes, soit carrément complices du système. Le cas de Rachida Dati est particulièrement ciblé. Le manifeste soulève ce qu'il appelle une contradiction impossible à résoudre. En gros, la question posée est « Comment peut-on sérieusement prétendre incarner une rupture à Paris quand on est en même temps ministre d'un gouvernement dont la politique est jugée similaire ?» Le manifeste s'attaque aussi très durement aux maires écologistes, qu'il qualifie de « Khmer verts ». Le texte les accuse de mener des politiques de déconstruction et il égrène des exemples. La polémique sur les sapins de Noël à Bordeaux, les menus sans viande dans les cantines à Lyon ou encore la politique anti-voiture qui aggraverait les inégalités. Autant d'exemples qui, pour l'auteur, révèlent un projet de société qu'il juge radical. Bon, après ce long diagnostic assez sombre, on arrive enfin à la solution, à l'appel à l'action. La conclusion du manifeste, c'est que l'élection de 2026 n'est plus un choix de gestion, mais bien un combat civilisationnel. Et ça demande une rupture totale et un nouveau profil de maire. Le texte propose donc un programme très clair en 3 axes prioritaires. Premièrement, la sécurité, avec une logique de tolérance zéro. Deuxièmement, l'identité, avec la défense du patrimoine local. Et troisièmement, la liberté, en s'opposant à tout ce qui est vu comme une restriction, une surveillance généralisée. Et tout ça, c'est résumé par une métaphore assez puissante. Le maire ne serait plus un simple gestionnaire, mais le portier de la Maison France. C'est lui, le dernier rempart, celui qui protège la communauté locale des menaces, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'État central lui-même. Pour conclure, le manifeste se ferme sur cette question à la fois directe et provocatrice.
Voulons-nous rester maîtres chez nous ? En fait, elle résume à elle seule toute la thèse du document. Un sentiment de dépossession face auquel l'élection municipale est présentée comme la dernière chance de reprendre la main. Une question qui fait forcément réfléchir d'où que l'on se place.